T'as déjà eu cette sensation? Tu vois exactement ce que quelqu'un devrait faire dans sa situation et lui ne le voit pas. Il continue encore et encore dans la même direction. Et toi, tu te demandes, comment c'est possible? Eh bien, on va répondre à cette question aujourd'hui et la réponse va changer complètement ta façon de regarder les gens autour de toi. Je te l'assure. Ton collègue qui sabote tout, ta mère qui dit qu'elle t'aime mais qui fait exactement l'inverse, l'ami qui reste dans une situation que toi tu quittes en 2 secondes, et cetera, et cetera. J'ai mis des années à comprendre que le vrai problème, c'était pas les gens, c'était l'outil que j'utilisais pour les lire. Et dans cette vidéo, je vais te donner un cadre complet, pas de la psychologie de comptoir, pas du développement personnel flou, de la sociologie, la discipline qui explique pourquoi les humains font ce qu'ils font, pas ce qu'ils devraient faire. Et à la fin de cette vidéo, tu lis les gens, c'est garanti. Il existe 3 façons d'essayer de comprendre le comportement humain. Nous, on nous dit constamment que, y a qu'une seule solution, il y a une vérité universelle, c'est que la psychologie, c'est que le dev perso, c'est que la sociologie. Je me spoil déjà un petit peu, mais, vous allez comprendre. Enfin, je spoil déjà un petit peu. Donc la psychologie, elle regarde l'individu, ses émotions, son histoire, personnelle et elle répond à la question: «Pourquoi moi je fais ça?» Le développement perso, il propose des outils, des méthodes, des routines. Il répond à la question, «Comment je change?» Et la sociologie, et là, c'est le point intéressant. Elle regarde le contexte, les ressources, les contraintes, le groupe d'appartenance. Et elle répond à la question: pourquoi ce comportement avait du sens pour cette personne dans cette situation? Et c'est cette troisième question que personne ne pose. Donc, j'ai vous allez dire que je me contredis un peu tout à l'heure quand j'ai dit qu'il n'y a pas de réponse universelle. Donc, c'est pas que la sociologie qui a raison. C'est la psychologie, le dev perso, la sociologie. Ça dépend du contexte. Mais bon, on parlera de ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc la sociologie, c'est pourquoi ce comportement avait du sens pour cette personne dans cette situation. Nous, on nous a appris à juger les comportements des autres avec nos propres filtres. Moi, à sa place, j'aurais fait autrement. Et à partir de là, on juge, on étiquette, on simplifie. Sauf que la sociologie, elle pose une question différente. C'est à sa place, avec son histoire, ses ressources, ses contraintes, ses peurs, j'aurais fait quoi? Et la plupart du temps, tu aurais fait pareil. Je vais prendre, un exemple extrême. J'ai sauté une slide, bon c'est pas grave. Donc je vais prendre un exemple extrême parce que, c'est là que le concept devient plus clair et plus libérateur. Le papier raciste italien. Projette-toi, il est né dans les années 40 dans un petit village du sud de l'Italie. Toute sa vie, dans un rayon de 50 kilomètres, il a vu aucun noir. Les seuls noirs qu'il voit, c'est, sur BFM TV, qui font des émeutes, les noirs qu'il rencontre, dans la vraie vie, ils crient au téléphone dans la rue, ils mangent par terre, ils font n'importe quoi et cetera et cetera. Moi, je comprends pourquoi ils pensent ça. Moi, actuellement, avec mon niveau de conscience, mon niveau sociologique, je comprends parfaitement. Mais je n'adopte pas. Est-ce que vous comprenez la différence? Je n'adopte pas. Est-ce que ces idées sont justes? Non. Est-ce que tu dois les adopter? Non plus. Mais tu vois? Et c'est ça la bascule. Le but, c'est pas d'adopter le point de vue, les points de vue des autres, c'est de comprendre la logique qui l'a produit, tout simplement. On s'arrête là, nous. Et comprendre la logique, ça libère énormément. Parce que tu t'arrêtes de te battre contre quelque chose que tu ne comprendras jamais si tu restes avec tes propres filtres. Alors, vous allez dire, alors les filtres, on va en parler juste après. Mais avant, je vais vous donner un deuxième exemple, un exemple un peu plus personnel. Heu, L'exemple de mon père. Donc, je le trouvais un peu pédant. C'est-à-dire que j'avais l'impression, enfin, je trouve qu'il a toujours besoin de montrer qu'il a raison. Et quand il a raison, il le dit. Et quand il sait quelque chose que nous, on sait pas, il nous le dit aussi. Et il nous pose des questions pour montrer que lui, il sait et que nous, on sait pas. Donc, c'est le niveau 1, c'est le niveau de la réaction. C'est le niveau 1, le niveau de la réaction. Le niveau 2, ça serait le niveau psychologique. C'est, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'un psychologue pourrait dire? Il a peur de perdre son statut de père. Voilà ce qu'un psychologue pourrait dire. On s'arrêterait là, on s'arrêterait à l'individu. Et le niveau 3, le niveau sociologique, c'est dans son contexte, dans son enfance pour être précis, c'était la seule personne à qui on posait des questions culturelles.
Ma mamie, par exemple, quand on est à table ou quand il y a des questions culturelles, à la télé ou quoi, ou une conversation, c'est à mon père qu'on pose la question et depuis tout petit, c'est le cas. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il a un travail manuel et donc le seul endroit où il peut montrer sa culture, parce qu'on vit plus avec notre mamie, le seul endroit où il peut montrer sa culture, c'est avec nous, ses enfants. Donc vous voyez le changement de paradigme? On est pas Je suis passé de: «Il est pédant, c'est chiant d'être avec lui» à, hem: «Je comprends pourquoi il agit comme ça, j'ai de la peine et j'ai envie de l'écouter». Vous voyez le changement là que ça produit, que ça offre, la sociologie? Moi je trouve ça, extraordinaire. Heu, OK, ensuite a on va passer à l'autre partie, donc les concepts, le concept des calques. OK. Donc ce que tu vois n'est pas ce qui est. Alors c'est vrai que je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je vous épargne les noms des sociologues qui ont développé ces concepts. Ça casserait le rythme, je vous épargne aussi le jargon technique. Je le mets en description ou au pire envoyez-moi un message sur Instagram et je vous l'enverrai, avec plaisir, il y a pas de problème pour ça. Hem, donc les filtres, les calques. Chacun de nous, regarde la réalité à travers des calques. Tout ce qui s'est déposé sur la façon de voir le monde, depuis ta naissance, ton milieu familial, ton parcours, tes expériences, les gens que tu as croisés et cetera et cetera. Tout ça, on appelle ça des calques. C'est ton contexte, c'est tes expériences. Le problème, ces calques, tu ne les vois pas. Tu vois à travers eux, pas avec eux. Tu crois voir la réalité, mais enfin, tu vois ta version de la réalité. Tu crois voir la réalité, mais tu vois ta version de la réalité. Et tout ça, ça crée 2 phénomènes, très précis. Le wishful thinking, tu vois ce que tu veux voir. Exemple, je sais pas, la personne qui avait l'air d'accord et qui en fait non, mais tu voulais qu'elle soit d'accord, alors tu as lu ses silences comme un oui. Tu vois ce que tu veux voir. C'est le wishful thinking. Le deuxième point, c'est l'enacting. Tu produis la réalité que tu anticipais. Par exemple, tu t'attends à ce que quelqu'un soit hostile, pardon. Tu le traites avec méfiance, il devient hostile. Tu l'as fabriqué. Tu l'as fabriqué à ta réalité que tu anticipais et ça, c'est l'enacting. Un des points les plus importants aussi et vraiment, je veux vraiment que ça re s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ça. Heu, c'est la plus importante de cette partie, parce que je l'entends tout le temps avec des clients qui viennent, de le devenir, qui viennent de rejoindre l'accompagnement ou quoi que ce soit. C'est il n'y a jamais de rupture brutale. Quand une relation s'effondre, amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe, les gens disent: «C'est arrivé d'un coup». Sauf que non, c'est pas arrivé d'un coup. Il y avait des indicateurs que tu n'as pas réussi à lire ou que tu ne voulais pas lire, mais la rupture, c'est toujours l'accumulation de signaux que personne n'a décodés à temps. Vraiment, faut que vous reteniez ça. Je n'en peux plus de le voir partout. Vraiment, c'est il n'y a pas de rupture brutale. L'embrayage qui casse, il ne s'est pas cassé d'un coup. Il y avait des indicateurs clés, un bruit, du jeu, que tu n'as pas su décoder et il fallait faire la réparation et c'est pour ça que tu te retrouves avec l'embrayage, dans la main, quand tu veux passer ta vitesse. Il y a pas de rupture brutale, ça n'existe pas. Les zones d'incertitude. Pourquoi certaines personnes ont du pouvoir sur toi, sans que personne n'ait jamais rien décidé explicitement? Dans toute relation, il y a des zones où l'autre ne sait pas ce que tu vas faire. Ces zones, c'est ton pouvoir réel. Par exemple, il y a un logiciel dans ta boîte que toi seul maîtrises. Qu'est-ce qui se passe s'il part? C'est un pouvoir concret. Sans titre, sans grade, juste parce que tu es le seul à détenir quelque chose d'incertain, tout simplement. Et ben c'est la même chose avec les relations. La personne totalement prévisible, qui répond en 2 secondes, toujours disponible, dont, tu sais exactement ce qu'elle va faire, perd de son attrait. Pas parce qu'elle est moins bien, parce qu'elle a réduit à zéro la zone d'incertitude et avec la tension du lien. C'est pour ça que trop en donner nuit, pas parce que se faire désirer c'est bien, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est plus structurel que ça. C'est voilà, trop en donner.
ça nuit. Et l'incertitude est une composante de tout lien humain. C'est la leçon de cette partie-là. Pourquoi les gens ne changent pas? Une des choses, les plus contre-intuitives que j'ai apprises, alors je vais la dire en anglais. Bouchez-vous les oreilles. Mon accent anglais est terrible. Only when people develop the capacity to act on something can they afford to see it. Les gens ne voient pas ce qu'ils ne peuvent pas encore changer. Je répète, les gens ne voient pas ce qu'ils ne peuvent pas encore changer. Est-ce que ça, est-ce que ça fait sens? Essaye de réfléchir. Mets sur pause si tu veux. Les gens ne voient pas ce qu'ils ne peuvent pas encore changer. Je vais donner un exemple. Ton amie, dans une relation où son copain n'est pas bien pour elle, tu lui expliques, elle acquiesce et elle reste. Et toi, tu te dis qu'elle est aveugle. Sauf que la réalité, c'est qu'elle ne peut pas encore voir. Parce que voir clairement une situation, ça demande d'avoir les ressources pour en sortir. Est-ce qu'elle peut se loger? Est-ce qu'elle a un réseau? Est-ce qu'elle a suffisamment travaillé sur elle pour croire qu'elle mérite mieux? Tant que ces ressources ne sont pas là, le cerveau se protège, il minimise, rationalise, excuse. Et il le fait pas par bêtise, il le fait par survie. Et le jour où elle aura les ressources, elle verra la situation d'un coup, et tu te demanderas pourquoi elle a mis autant de temps. Un autre exemple, professionnel cette fois-ci, le mec qui reste dans une boîte où il est maltraité depuis 3 ans, tout le monde lui dit de partir, il le sait lui-même, mais il reste. Pas parce qu'il est masochiste, parce que partir, ça demande de croire qu'il va trouver mieux. Et croire ça, il faut avoir une image de soi qui dit « je vaux mieux que ça ». Tant qu'il ne l'a pas, le cerveau lui fabrique des raisons de rester. C'est pas si mal, j'ai la sécurité, ça va changer, je suis sûr d'avoir mon salaire à la fin du mois, etc. Et le jour où il reconstruit cette image-là, d'un coup, il voit tout, et 2 semaines après, il a démissionné. C'est ça la réalité. Partie 5, les heuristiques, les raccourcis qui nous trompent. Donc le cerveau humain, vous n'êtes pas censé savoir vous le savez je pense, traite des millions d'informations par seconde pour économiser de l'énergie. Il prend des raccourcis, et ces raccourcis-là s'appellent des heuristiques, pardon. Et ces raccourcis ces raccourcis te font systématiquement mal lire les autres. Donc il y a 2 heuristiques. L'heuristique de disponibilité. Tu évalues la probabilité d'une chose en fonction de la facilité avec laquelle des exemples te viennent à l'esprit. Par exemple, tu entends parler d'un accident d'avion. Pendant les 2 semaines les 2 semaines qui suivent, tu surestimes le danger de l'avion. Tes vols d'affaires que ta collègue prend chaque semaine te paraissent insensés. Alors qu'en réalité, le danger est statistiquement bien plus élevé en voiture. Vous n'êtes pas censé savoir que c'est plus dangereux de prendre la voiture. Il y a plus d'accidents en voiture qu'en avion. Mais l'accident d'avion est disponible dans ta mémoire, et ça biaise ton jugement. Donc c'est plus de la rationalité, c'est de l'heuristique de disponibilité. Dans les relations, quelqu'un t'a menti une fois. Maintenant, quand il parle, ce souvenir est disponible. Donc tu vas tout filtrer, ce qu'il te dit à travers ça, à travers ce qu'il a fait. Ensuite, l'heuristique de représentativité, tu juges en comparant un prototype mental. Un gars mal habillé entre dans un meeting, il ne correspond pas à ton prototype du consultant compétent, tu le prends moins au sérieux, alors qu'en réalité, c'est peut-être le meilleur de la pièce. Tu sais pas. Ensuite, l'ancrage. Le premier chiffre, la première information que tu reçois, influence tout ce qui suit. Je vais prendre mon exemple, tiens. Quand vous avez démarré cette vidéo, si je commençais déjà à bégayer, à tousser, etc., vous aurez déjà quitté. Vous aurez quitté la vidéo, vous aurez dit bon, il y a pas de valeur dans cette vidéo, ça sert à rien. Si en si peu de temps il tousse, etc., bah, autant skip. C'est ce que vous serez dit. C'est l'ancrage, ça. Je vais prendre un autre exemple professionnel. Ton manager dit que le projet va prendre 6 mois. Maintenant, tu penses en semaines autour de 6 mois. Il avait peut-être tort, mais l'encre est posée.
Heu, voilà, j'espère que ça a été clair. Donc ces raccourcis sont involontaires, tout le monde les a. La différence, c'est que certains les voient et moi, mon travail, c'est que tu les vois. Les biais de confirmation, qu'est-ce que c'est ça? À mon avis, ça vous parle ça, je pense que, vous l'avez déjà, enfin tu l'as déjà probablement, déjà entendu. Une fois qu'on a une idée sur quelqu'un, on cherche inconsciemment ce qui la confirme. Par exemple, tu décides que ton patron ne t'apprécie pas. À partir de là, tu vas noter chaque réunion où il ne te regarde pas, chaque email, sans retour, chaque éloge, fait, à un collègue plutôt qu'à toi et tu vas passer à côté de chaque signe positif. La promotion qu'il a défendue pour toi, tu vas trouver un autre motif, la confiance qu'il te donne sur un dossier important, c'est parce que personne d'autre n'était dispo. Tu vois? Tu vas te dire ce genre de choses et donc le biais de confirmation ne fabrique pas les preuves, il sélectionne et cette sélection construit une réalité entière qui n'existe que dans ta tête. Je répète, le biais de confirmation ne fabrique pas les preuves, il sélectionne et cette sélection construit une réalité entière qui n'existe que dans ta tête. Je pense que vous avez noté, hein, il y a d'autres biais, les biais cognitifs. J'ai sélectionné expressément ces biais-là, enfin le biais de confirmation. Je me suis j'ai spoil encore. Parce qu'en fait, c'est ce qui revient le plus souvent, par expérience. Ensuite, la dissonance cognitive. Pourquoi les gens résistent à être convaincus? À mon avis, ça vous est déjà arrivé ça aussi. Pourquoi les gens résistent à être convaincus même face aux faits? On leur présente les faits, mais ils ne sont pas convaincus. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est l'inconfort que tu ressens quand 2 croyances s'opposent à toi. Et ton cerveau fait tout pour supprimer cet inconfort, pas en révisant la croyance, mais en rejetant l'information qui la dérange. Exemple concret, tu sais que tu devrais quitter ton travail, tout le monde te le dit, les signaux sont là, mais tu restes. Pourquoi? Parce que parce que partir, ça crée une dissonance. J'aurais dû partir avant, donc j'ai perdu du temps, donc j'ai fait une erreur, est égal inconfort insupportable. Alors le cerveau résout la dissonance autrement. En fait, c'était pas si mal. J'ai des avantages ici. Ça va changer. Hem, je suis sûr d'avoir mon salaire, encore une fois. Donc la dissonance cognitive explique pourquoi convaincre quelqu'un avec des arguments rationnels ne marche, presque jamais. Je pense que je parle en connaissance de cause, encore une fois, hein. Vous pourrez faire le test si vous ne le savez pas encore. Faites le test et on verra. Heu, en fait, tu ne luttes pas contre son raisonnement, tu luttes contre son besoin de cohérence interne et ça, c'est super important. Le monodéterminisme. Tu réduis les gens à une seule chose. On a tous tendance à réduire les gens à une chose, une cause, un comportement, une étiquette. Il est comme ça parce qu'il est narcissique. Point. Tu as ton étiquette et tu t'arrêtes de regarder. On va donner un exemple, un conflit avec un collègue en réunion. À partir de ce moment, tout passe par ce filtre. Donc, s'il arrive en retard, c'est pour me faire chier. Il ne répond pas à ton message, il m'évite. En réalité, il est juste en retard et son téléphone était en silencieux. Et c'est là où c'est là que c'est intéressant. Ça rejoint l'enacting, ce qu'on a vu tout à l'heure. L'enacting à l'œuvre, ça rejoint ce que je présentais tout à l'heure. La personne en face sent qu'elle est réduite, qu'elle ne peut rien faire pour changer l'image et souvent, elle finit par coller à l'image que tu projettes. Donc tu as fabriqué ce que tu craignais. Ensuite, les stratégies de contournement. Quand les gens ne peuvent pas changer la situation frontalement, ils ne l'affrontent pas, ils la contournent. Et il y a 3 stratégies systématiques. La première, c'est la routine. Ils font toujours pareil pour ne pas avoir à décider, à nouveau. Le choix est fait et le choix a été fait il y a longtemps et on n'a pas envie de le refaire maintenant ou en tout cas, on l'a peut-être oublié. Enfin, on l'a probablement oublié. Ce qui a marché une fois devient le script, même si la situation a changé. Point 2, l'analogie. Il compare à une situation connue pour éviter de raisonner depuis zéro. C'est, comme quand j'ai eu ce problème, au boulot en 2019. En réalité, c'est complètement différent.
mais l'analogie rassure. Troisième point, la solution préférée. Ils appliquent la sortie qu'ils savaient déjà faire, même si c'est pas la meilleure. Tu as un problème relationnel, tu le traites, par le silence parce que, c'est ce que tu as toujours fait. Pas parce que c'est adapté, parce que c'est, ce que tu maîtrises. Donc ça explique pourquoi les gens reposent toujours les mêmes solutions, enfin, ça explique pourquoi les gens proposent toujours les mêmes solutions à des problèmes différents et pourquoi les mêmes schémas se répètent. 10, agir en dépit. Donc c'est le dernier concept et c'est peut-être le plus pratique de cette vidéo, parce que tout ce qu'on vient de voir, les calques, les heuristiques, les biais, les zones d'incertitude, ça crée une conclusion qui paralyse beaucoup de gens. Je ne peux jamais vraiment comprendre l'autre, alors pourquoi essayer? Et la réponse de la sociologie, c'est tu n'as pas besoin d'une compréhension parfaite, tu as besoin d'une compréhension suffisante pour agir. C'est ce qu'on appelle agir en dépit. Décider, se positionner, engager une relation, non pas quand tu as toutes les informations, mais avec ce que tu as. Parce que tu n'auras jamais toutes les informations. Hem, les gens qui lisent bien les autres, ce ne sont pas des génies, ils ont juste arrêté d'attendre la certitude. Ils ont appris à travailler avec l'incertitude et ça s'apprend. Ça s'apprend par l'expérience, ça s'apprend par le terrain, par la répétition, par l'entraînement, tout simplement, comme pour chaque chose. Donc la vue d'ensemble. Donc on a vu heuristique, zone d'incertitude, monodéterminisme, biais de confirmation, et cetera. Donc déjà, il faut que vous sortiez de votre tête, là, vous allez peut-être encore l'entendre, après avoir quitté cette vidéo, c'est qu'il y a une réponse universelle à un problème. Non. Regardez, il y a peut-être une personne qui a un problème d'heuristique et qui a aussi un problème de monodéterminisme. Mais il n'y a pas une réponse universelle pour tout le monde. C'est sur mesure. Mes filtres et mes biais ne sont pas tes filtres et tes biais. C'est, différent pour chacun. Enfin, ça paraît évident dit comme ça. Donc tout ça pour dire que tout tient ensemble. Donc ce cadre-là, que tu viens de voir, c'est le général, mais tes filtres à toi, heu, c'est pas mes filtres à moi. Et mes filtres à moi, c'est pas les filtres à toi, encore une fois. Ce qui joue dans tes relations, dans les situations où quelque chose qui coince, c'est pas dans une vidéo que tu vas le voir. Donc pour ça, j'ai créé un quiz. Cette situation concrète, 5 minutes, à la fin, tu as un profil, ton filtre dominant, ce qu'il te fait faire, ce qu'il te coûte, et cetera. Le lien est en description. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.